Le voyage au-dessus de la fosse des Mariannes est impressionnant. Si l'eau de l'océan s'évaporait soudainement, votre bateau ferait une chute vertigineuse de 10,9 km. La géologie de cette région est encore plus remarquable. Comment la Terre a-t-elle pu former une structure aussi abrupte et profonde à cet endroit? Voici un fait surprenant. À environ 200 km à l'est de ce point le plus profond, se trouve une chaîne de 15 îles parfaitement parallèles à la fosse, connue sous le nom d'îles Mariannes. D'un côté, une fosse profonde, de l'autre, un ensemble d'îles. Pouvez-vous maintenant deviner comment la fosse des Mariannes s'est formée? Oui, vous avez raison. La seule possibilité réside dans la collision de deux plaques tectoniques, plus précisément d'une plaque très dense avec une autre moins dense. Étudions ce processus crucial en détail. Il y a des millions d'années, l'énorme plaque pacifique, qui se déplaçait vers l'ouest, est entrée en collision avec la plaque des Mariannes, plus petite. Lors de cette collision, la plaque pacifique a été contrainte de se courber et de plonger sous la plaque des Mariannes, plus légère et plus flottante. Au cours de ce mouvement, on peut observer que la plaque des Mariannes se courbe vers l'intérieur et se dirige vers le bas, ce qui la fait s'enfoncer à un angle très prononcé. La fosse des Mariannes est l'emplacement physique exact de cette collision. Ce processus, au cours duquel une plaque s'enfonce sous une autre, est appelé subduction. Il s'agit de la profonde cicatrice en forme de V sur le fond océanique créée lorsque la plaque pacifique se courbe et plonge dans le manteau terrestre. C'est ainsi qu'a été formée la fosse la plus profonde de la planète. Maintenant, examinons comment les îles Mariannes se sont formées. Lorsque la plaque pacifique s'est enfoncée, elle a entraîné avec elle l'eau de mer et les sédiments gorgés d'eau. La plaque a plongé à des centaines de kilomètres dans le manteau chaud. Ce qui est surprenant, c'est que lors de son voyage dans le manteau, la roche de la plaque en subduction a fondu beaucoup plus tôt que prévu. Cela s'explique par la présence d'eau et de sédiments piégés dans la roche. Cela a réduit la température de fusion de la roche. Ce phénomène est connu sous le nom de fusion par flux. Il est très similaire à la façon dont le sel diminue le point de fusion de la glace. Cette roche fraîchement fondue est désormais plus chaude et moins dense que les matériaux environnants. Elle remonte donc à la surface et entre en éruption sur le fond marin de la plaque des Mariannes. Au fil de millions d'années, les éruptions répétées de lave et de cendres ont formé une immense montagne sous-marine. Lorsque ces éruptions ont été particulièrement importantes, le sommet de l'un de ces volcans sous-marins a fini par émerger à la surface de l'océan. C'est ainsi que se sont formées les îles Mariannes, parfaitement incurvées et parallèles à la fosse des Mariannes. À l'extrémité sud de la fosse des Mariannes se trouve un point exceptionnellement profond, le Challenger Deep. Pourquoi cette région est-elle soudainement si profonde par rapport aux autres parties de la fosse? Les scientifiques pensent qu'à l'extrémité sud de la fosse, la plaque en subduction s'est en fait déchirée. Cette partie a donc perdu le soutien de la zone restante de la plaque. Sans ce soutien latéral, la partie déchirée est en fait en chute libre à travers le manteau. Elle s'enfonce verticalement à un angle beaucoup plus raide que les zones de subduction normales. Cette chute verticale abrupte crée une forme en V beaucoup plus profonde au fond de la fosse. Nous arrivons maintenant dans une phase passionnante de la vidéo. Les expéditions humaines dans le Challenger Deep, de la fosse des Mariannes et les technologies de pointe qu'elles ont utilisées. La première expédition a été menée en 1960 par Jacques Piccard et le lieutenant Don Walsh. Ils ont utilisé une technologie navale remarquable, un bathyscaphe. Il comportait deux éléments principaux, un énorme flotteur à son sommet et une petite sphère pour l'équipage en dessous. Pour assurer la flottabilité, il était impossible d'utiliser de l'air comprimé car il aurait été écrasé. À la place, le Trieste utilisait un flotteur massif de 15 mètres de long, à parois minces, rempli de 325 000 litres de carburant pour avion. L'essence étant plus légère que l'eau, elle fournissait la flottabilité nécessaire pour soulever le navire. Ce navire était doté d'une technique ingénieuse permettant de maintenir la pression de l'essence au même niveau que celle de l'eau de mer environnante. Au fur et à mesure que le navire descendait, les ingénieurs laissaient entrer l'eau de mer par ce tuyau. L'eau étant plus dense, elle se déposait toujours au fond et bien sûr ne se mélangeait pas à l'essence. La forte pression exercée par l'eau augmentait également la pression de l'essence.
Ainsi, tout au long du voyage, la pression à l'intérieur du navire était maintenue identique à celle de l'océan. La deuxième partie principale de cette conception est la sphère, qui abrite la cabine de l'équipage. C'était la seule partie du vaisseau qui devait véritablement résister à la pression. La sphère était en fait une forteresse constituée d'acier forgé très résistant de 13 cm d'épaisseur. Le diamètre interne de la sphère était de seulement 1,93 m, à peine suffisant pour que 2 hommes puissent s'y asseoir. Pour plonger, l'équipage a inondé les réservoirs et transporté 9 tonnes de billes de fer contenues dans 2 grandes trémies à l'aide d'électroaimants. La descente a duré 4 heures et 47 minutes. L'équipage ne passa que 20 minutes au fond, observant notamment un poisson plat. Les biologistes marins estiment aujourd'hui qu'il s'agissait plus probablement d'un concombre de mer. Pour remonter, le pilote n'avait qu'à actionner un interrupteur pour couper l'alimentation des électroaimants. Cela libérait les billes de fer et le vaisseau, désormais flottant grâce à son flotteur à essence, commençait sa lente remontée vers la surface. L'ascension dura 3 heures et 15 minutes. La deuxième tentative eut lieu 52 ans plus tard, par nul autre que James Cameron. Il souhaitait devenir le premier homme à atteindre seul le fond du Challenger Deep. Ce nouveau vaisseau, le Deep Sea Challenger, reposait sur une conception entièrement repensée. Il était conçu pour descendre et remonter rapidement afin de maximiser le temps passé au fond. Le Deep Sea Challenger était construit autour d'une nouvelle mousse brevetée. Cette mousse, d'une résistance incroyable, occupait 70% du volume du sous-marin. Étonnamment, ce même matériau a aidé le sous-marin à flotter. Il était plus léger que l'eau et même plus léger que l'essence. En fait, les chercheurs ont dû mettre au point une nouvelle mousse appelée Isofloat, capable de résister à la pression incroyable du Challenger Deep, car toutes les mousses existantes cédaient sous cette pression. La mousse n'était pas seulement présente dans le sous-marin, c'était sa structure principale. Cette conception comportait également une sphère. Comme Cameron était seul à bord, la sphère pouvait être beaucoup plus petite. Le système fonctionnait selon le même principe de lestage, mais avec une technologie moderne. Le sous-marin transportait un lest de 450 kg d'acier. Le Trieste ne pouvait que monter et descendre, mais le Challenger était équipé de 12 puissants propulseurs électriques remplis d'huile pour une mobilité 3D totale sur le fond marin. La descente n'a duré que 2 heures et 36 minutes. Cameron a passé 3 heures au fond, filmant en 3D et essayant d'utiliser un bras robotisé pour prélever des échantillons. A-t-il réellement utilisé le bras robotisé ? Eh bien, cela a été une grande déception pour l'équipe, malgré le succès de la mission. La pression écrasante dans la fosse des Mariannes a endommagé une conduite hydraulique. Cette conduite hydraulique contrôlait le bras robotisé qui devait prélever des roches. Cameron n'a pas pu actionner le bras et n'a donc pas pu prélever de roches dans la fosse des Mariannes. La découverte de la fosse des Mariannes fut stupéfiante. En 1875, l'équipage du HMS Challenger découvrit un océan sans fond. Le 23 mars 1875, alors que le navire naviguait dans le Pacifique occidental, au sud-ouest de Guam, l'équipage fit une halte pour effectuer un sondage de routine. Il s'agissait d'une méthode primitive consistant à mesurer la profondeur en laissant descendre une corde lestée dans l'océan. À mesure qu'ils descendaient la corde, ils virent que celle-ci continuait de descendre sans s'arrêter. Le poids toucha finalement le fond après avoir déroulé une corde de 8184 mètres de long. L'équipage était stupéfait. Il venait de découvrir le point le plus profond de l'océan connu à l'époque. La fosse resta mystérieuse pendant plus de 75 ans. En 1951, le HMS Challenger 2 se rendit sur le site, cette fois-ci équipé d'une technologie de sondage par écho. Il enregistra une profondeur de près de 11 000 mètres. C'est pourquoi le point le plus profond de la Terre a reçu ce nom en hommage au HMS Challenger 2. Au fond de la fosse des Mariannes, la pression est supérieure à 1086 bars, soit près de 1000 fois la pression atmosphérique. C'est comme si un éléphant se tenait debout sur votre pouce. Aucun rayon de soleil ne pénètre à cette profondeur et l'eau est constamment juste au-dessus du point de congélation, généralement entre 1 degré Celsius et 4 degrés Celsius. La vie semble impossible dans la fosse des Mariannes. Oh, avez-vous vu cela ?
Un poisson à l'apparence étrange à l'intérieur de la fosse, il s'agit du poisson limace des Mariannes, la star incontestée de la fosse et le poisson vivant le plus profond jamais découvert. Ces poissons ont été observés nageant à une profondeur de 8178 mètres. Le point le plus profond, Challenger Deep, est dominé par des microbes et des amibes unicellulaires géantes appelées xénophyophores. Le poisson limace des Mariannes que nous avons observé vit dans la zone hadale. Il se nourrit de minuscules crustacés ressemblant à des crevettes. Cette zone abrite d'autres créatures intéressantes. Jetez un œil à la pieuvre Dumbo. Parmi les autres créatures intéressantes présentes dans la fosse, on trouve les amphipodes géants et les bentocodons. Cette image illustre les différentes créatures vivant dans la fosse des Mariannes en fonction de la profondeur. Vous vous demandez peut-être pourquoi ces animaux ne sont pas instantanément écrasés. La raison est simple, ils ne sont pas creux. Un sous-marin rempli d'air ou un poumon humain sont écrasés en raison de la différence considérable entre la basse pression à l'intérieur et la haute pression à l'extérieur. Les créatures des profondeurs, en revanche, sont presque entièrement composées d'eau. Leur corps est soumis à la même pression à l'intérieur qu'à l'extérieur, il n'y a donc aucune force nette susceptible de les écraser. Cela signifie également que ces créatures ne possèdent pas d'espace rempli de gaz comme les poumons humains. Sinon, elles seraient instantanément compressées et imploseraient. Vous vous demandez peut-être comment ces créatures parviennent à s'orienter sans lumière. Elles s'appuient fortement sur leurs autres sens. Beaucoup d'entre elles possèdent des lignes latérales très développées, des organes capables de détecter les moindres changements de pression et vibrations dans l'eau, ce qui leur permet de repérer un prédateur ou une proie qui se déplace à proximité. Pour comprendre la profondeur de la fosse des Mariannes, voici une comparaison imaginaire. Le mont Everest culmine à 8849 mètres, ce qui en fait le point le plus élevé de la planète Terre. Si l'on plaçait le mont Everest, la base en premier, dans le Challenger Deep, son sommet ne dépasserait même pas la surface de l'eau. Le sommet de l'Everest se trouverait à plus de 2 km sous la surface de l'eau. Il existe une spéculation très répandue sur Internet selon laquelle la fosse des Mariannes regorgerait de minéraux rares. Cependant, en réalité, il n'existe aucun gisement important de minéraux rares dans la fosse des Mariannes qui ait été identifié publiquement pour l'exploitation minière. Le débat général sur les minéraux rares des grands fonds marins se concentre souvent sur d'autres parties de l'océan Pacifique, principalement à une profondeur de 4000 à 6000 mètres. Par exemple, l'île Minamitori et la zone Clarion-Clipperton. L'île Minamitori se trouve dans la zone économique exclusive du Japon. Un gisement massif de boue, riche en éléments rares, y a été confirmé. Quant à la zone Clarion-Clipperton, cette vaste étendue du fond océanique Pacifique entre Hawaï et le Mexique est recouverte de nodules polymétalliques. Ces roches de la taille d'une pomme de terre sont riches en manganèse, nickel, cobalt et cuivre et contiennent également des éléments de terre rares. Il convient toutefois de noter que la zone de l'île Minamitori et la zone Clarion-Clipperton sont encore en phase d'exploration, d'essai et de réglementation. L'exploitation minière à l'échelle commerciale n'a encore commencé dans aucune de ces deux zones. Les scientifiques ont résolu de nombreux mystères entourant la fosse des Mariannes. Cependant, un mystère subsiste. La fosse des Mariannes agit-elle comme une voleuse d'eau ? Voici le mystère. Des chercheurs de l'Université de Washington et de l'Université Stony Brook ont étudié en détail le mouvement des plaques tectoniques. Ils ont principalement analysé la roche hydratée qui s'enfonce dans le manteau. Leur étude a révélé que la roche hydratée s'étend sur 32 km sous le fond océanique. Leurs calculs ont prouvé que 3 fois plus d'eau pénètre dans le manteau que ce que l'on pensait auparavant. Cette eau devrait, d'une manière ou d'une autre, retourner dans l'océan. Le niveau des mers est resté relativement stable pendant une longue période. La seule explication possible est celle des éruptions volcaniques. Voici le problème. Des études montrent que la quantité d'eau provenant des éruptions volcaniques est bien inférieure à celle absorbée par le manteau. Où va le reste de l'eau ? Cela reste un mystère pour les scientifiques. Si vous souhaitez visualiser la profondeur de la fosse des Mariannes, je vous invite à regarder cette animation intéressante. Votre soutien sur Patreon est essentiel pour ma chaîne. N'oubliez pas de visiter ma page Patreon.